Valette pour le Rassemblement national. Merci beaucoup, je vais d'ailleurs boire un coup. Un grand merci. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui, le 20 mars 2023, prêts à censurer votre gouvernement pour empêcher une réforme des retraites dont personne ne veut? Pourquoi? La réponse est simple, mais elle mérite d'être rappelée, parce que l'ego gouvernemental n'a d'égal que la contestation qu'il provoque contre lui. Cet ego, il a notamment conduit la Première ministre à utiliser 11 fois le 49.3 depuis juin dernier, sans que la brutalité ne s'efface au profit de la lassitude. Madame la Première ministre, vous nous avez dit jeudi dernier, en annonçant votre 11e 49.3 sur cette réforme des retraites, je vous cite, « Ce compromis n'est pas le projet du gouvernement, c'est le texte du Parlement ». Mais quel culot! Quel culot, Madame la Première ministre! L'utilisation que vous faites de la Constitution depuis le début de cette législature prouve que vous ne chercherez jamais à trouver le moindre compromis, ni avec les parlementaires que nous sommes, ni avec les représentations syndicales et encore moins avec les Français. Cela a commencé par l'utilisation fortement contestable du 47.1 qui a montré une fois de plus votre difficulté à convaincre, préférant ainsi sécuriser un texte que vous saviez rejeté par une très large majorité des Français. Puis l'utilisation de l'article 44.3 lors des débats au Sénat, permettant un vote unique sur l'ensemble du texte et sur plusieurs amendements que vous avez daigné retenir. Mais les brillants constitutionnalistes que vous êtes ont oublié un article, celui qui donne la parole au seul souverain, le peuple. Je pense bien sûr à l'article 11. Le référendum aurait pu permettre d'éviter de tomber dans cette nouvelle crise politique qui illustre qu'aucune leçon depuis les Gilets jaunes n'a été retenue par l'oligarchie. En démocratie, vous savez, ça n'est pas honteux de reculer face à la volonté du peuple. En déclenchant ces 49.3, c'est précisément elle que vous tentez de forcer. Mais Madame la Première ministre, il est trop tard. Quelle que soit l'issue de ce vote ce jour, vous aurez échoué. Échoué à convaincre la représentation nationale. Mais surtout échoué, et c'est finalement ça qui compte, échoué à convaincre les Français. Madame la Première ministre, si votre brutalité n'étonne plus personne, elle s'est accompagnée cette fois-ci d'une propension au mensonge et au contournement marqué et remarqué. Jusqu'au bout, et dans un cynisme absolu, vous avez tenté de dissimuler les manquements de votre projet. Cynisme quand le nombre réel de bénéficiaires de la promesse d'une retraite minimale à 1 200 € est passé de 2 millions à 10 000. Cynisme lorsque M. Dussopt ose dire à la représentation nationale qu'il n'a aucun compte à lui rendre, foulant ainsi aux pieds notre Constitution. Cynisme encore quand aucun ministre n'a daigné répondre sur votre dispositif carrière longue qui tire à pile ou face la durée de cotisation de ceux qui ont commencé tôt, 43 ans, 44 ans, on ne comprend pas. Mais bien loin du juste prix, c'est à la roue de l'infortune que vous jouez. Mais rien de moins étonnant. Garder le silence et rester ambigu était le seul moyen de tenter de vendre votre réforme dont tout, jusqu'à la justification même de son existence, est bancal. Souvenez-vous, elle devait être inévitable, imposée par un prétendu déficit qui menacerait notre système de retraite par répartition et le conduirait à la faillite. Cet argument d'autorité aurait pu vous rendre la tâche bien facile, mais tous les économistes du Conseil d'orientation des retraites lui-même et parfois quelques membres dévoués du gouvernement, merci Monsieur Riester, l'ont désavoué. Nous refusons que la vie des Français soit la variable d'ajustement de votre politique désastreuse. Et nous ne sommes pas dupes sur les raisons qui vous poussent à chercher des économies sur leur dos. Malgré les rodomontades de M. Le Maire, le bilan est bien là. Plus de 600 milliards d'euros de dette à l'issue du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, déficit commercial de 164 milliards, 2 millions d'emplois industriels perdus en 30 ans, une natalité au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale, une fraude fiscale et sociale de 80 milliards. Dois-je continuer? Alors, Madame la Première ministre, aux solutions fortes et courageuses, vous avez préféré le marasme et l'enlisement dans la précarisation et la diminution des droits de nos compatriotes. Vous portez une réforme d'injustice sociale sans commune mesure.
Un pas en arrière sur toutes les aspirations protectrices que notre pays a toujours eu l'honneur de mettre en place. Alors que nos compatriotes le comprennent bien, le report de l'âge de départ ne les fera pas seulement travailler 2 ans de plus, y compris ceux qui sont usés. Il aboutira à la régression suprême, la baisse des pensions par l'effondrement des surcotes et par l'augmentation des décotes. Voilà, Madame la Première ministre, la réalité de votre réforme. À l'inverse, notre projet pour les retraites est clair et juste. Plus on a commencé tôt, plus on travaille dur et donc plus on part tôt. Avec Marine Le Pen, un jeune ayant commencé avant 20 ans ne cotisera pas plus de 40 annuités et pourra, s'il le souhaite, bénéficier d'une retraite bien méritée à partir de 60 ans. Et pour ceux ayant commencé à partir après 20 ans, ce sera progressif, sans jamais dépasser 42 annuités et 62 annuités et pas une année de plus. Notre projet s'accompagne de mesures de bon sens, figurez-vous, et qui auraient permis de ne jamais voir cette réforme maltraitante à l'ordre du jour. Je parle bien sûr ici de productivité et de natalité. Car oui, mes chers collègues, oui, ce ne sont pas des gros mots. Ce ne sont pas des gros mots, mais bien les fondations d'un système de retraite par répartition juste et efficace. Pour une société du plein emploi qualitatif et contre une société du plein emploi ubérisée, réindustrialisons le pays, produisons les richesses en France, donnons la priorité aux entreprises françaises dans les marchés publics, supprimons la CFE qui pénalise les entreprises locales, baissons les impôts de production qui nuisent à la relocalisation. Pour une société qui mesure la nécessité vitale d'une natalité forte, soutenons financièrement les Français qui souhaitent agrandir leur famille, facilitons l'accès à la propriété des jeunes couples et instituons une part fiscale pleine dès le 2e enfant. Notre mission, votre mission, devrait être entièrement tournée vers la défense des intérêts de la France et des Français. Et cette mission ne peut s'envisager sans une approbation du peuple, je le répète, unique souverain de notre pays. La tâche qui est celle du législateur n'est pas la plus aisée, mais elle est la plus essentielle. Rédiger les lois par lesquelles se manifeste la volonté souveraine. En refusant de retirer votre réforme et en refusant de passer par la voie référendaire, vous entachez tant votre honneur que nos missions de parlementaires. Je vous en conjure, Madame la Première ministre, prenez un peu de hauteur. Émile Durkheim explicitait la pensée de Rousseau ainsi. Lorsque le souverain légifère sur les individus, c'est sur lui qu'il légifère, et c'est en eux que réside cette puissance législative qui s'exerce par lui. La loi n'est pas et ne doit pas être issue de la force de quelques-uns sur une masse d'individus. Il apparaît donc nécessaire qu'Emmanuel Macron et que son gouvernement et que vous, Madame Borne, retrouviez la modestie nécessaire à la bonne application de notre Constitution qui veut que la souveraineté nationale appartienne au peuple. Le 21 mai 1850, lors de son discours en faveur du suffrage universel et contre un projet de loi visant à l'empêcher, Victor Hugo, à cette tribune, disait ces mots. Cette loi est invalide, cette loi est nulle, cette loi est morte avant même d'être née. Et savez-vous, s'il vous plaît, on écoute l'oratrice. Ce qu'il a tue, c'est qu'elle ment, c'est qu'elle est hypocrite dans le pays de la franchise, c'est qu'elle est déloyale dans le premier pays de l'honnêteté, c'est qu'elle n'est pas juste, c'est qu'elle n'est pas vraie, c'est qu'elle cherche en vain à créer une fausse justice et une fausse vérité sociale. De ces mots, Madame la Première ministre, je n'en effacerai pas un seul au sujet de votre funeste réforme. Alors nous voilà maintenant à quelques minutes d'un vote décisif. Et je m'adresse à vous, chers collègues de tous bords. Votre intégrité de parlementaire n'est-elle pas heurtée par les marchandages en provenance de l'Élysée ? Comment tolérez-vous la menace d'une dissolution dès lors que le président de la République cherche à vous convaincre? Acceptez-vous de participer ainsi au délitement de notre démocratie? Sauf ceux de mauvaise foi. Nous savons tous ici qu'une motion de censure n'est pas un programme commun, pas plus qu'une volonté de gouverner ensemble. Mais elle est avant tout l'un des derniers moyens constitutionnels de rejeter cette réforme inutile et injuste dont l'immense majorité des Français ne veut pas. En unissant nos voix, nous exprimerions uniquement la volonté du peuple de France sur ce texte. Chers collègues, cette motion de censure est l'occasion de sortir de certaines postures idéologiques qui font tant de mal au vrai débat d'idées, quand l'intérêt supérieur de la France et des Français l'exige. Nous, députés du Rassemblement national, nous voterons toutes les motions de censure car nous ne craindrons jamais les urnes et sommes prêts à y retourner.
Les Français peuvent compter sur l'ensemble des députés de notre groupe pour exercer avec détermination, sérénité et sérieux le mandat qui leur a été confié. Et c'est vers eux que je me tourne. Mes chers collègues, je suis fière de siéger auprès de femmes et d'hommes dont la seule force de conviction et l'amour de notre pays les ont conduits ici, sans jamais dévier, sans jamais se compromettre. Fière de siéger auprès de femmes et d'hommes qui, depuis le début, ont fait honneur à leur mandat et mesurent quotidiennement l'ampleur des responsabilités qui leur a été confiée. Fière de siéger auprès des femmes et d'hommes dont les choix et les actions ne dépendent que d'une seule chose, le souci de leur peuple et le bien commun. Votre exemplarité, mes chers collègues, ne vous demande aucun effort et prouve que rien, strictement rien, ne pourra vous détourner de ce feu ardent nourri de l'amour d'un pays et de son peuple. Fière enfin et surtout de siéger dans ce groupe porté par une présidente, Marine Le Pen, qui n'a jamais eu d'autre boussole que l'intérêt des siens, que l'intérêt des nôtres, et qui a mené l'opposition de votre réforme délétère avec vigueur, responsabilité et dignité. Alors chiche, Monsieur Macron, alors chiche, allons à la dissolution. Et demain, nous reviendrons plus nombreux encore à l'Assemblée nationale pour donner un groupe plus puissant. Le Rassemblement national a 15 minutes de temps de parole. C'est en proportion des groupes. Allez-y, ma chère collègue. Alors chiche, Monsieur Macron, allons à la dissolution et demain nous reviendrons plus nombreux encore pour donner un groupe plus puissant, voire majoritaire à Marine Le Pen, car plus que jamais, je suis convaincue que nous sommes la véritable alternance, convaincue qu'après vous, ce sera nous. Et si la tâche est rendue particulièrement ardue par 6 ans de politique macroniste, nous sommes prêts à rendre à la France sa fierté, celle d'avoir été une grande nation sociale éclairante dans le monde, prêts à donner à ce peuple fier et fort le courage de bâtir une France plus grande, une France apaisée à l'unisson. Si nous avons désormais beaucoup à réparer, les fondations de la Maison France, son peuple, demeurent intactes. Et contrairement à ce qu'ils subissent avec vous, les Français savent que nous ne ferons jamais rien sans eux et jamais rien contre eux. Bien loin des régressions sociales, économiques, culturelles et diplomatiques, nous rêvons d'une grandeur retrouvée, de prospérité et de justice. Nous rêvons que notre grand peuple fraternel et épris de liberté ne soit plus jamais maltraité chez lui. Parce que nous sommes nous-mêmes libres de tout intérêt financier ou étranger, nous savons que la fatalité n'existe pas. Plutôt que la bassesse de cette réforme, nous proposons aux Français de choisir la hauteur d'une vision globale et courageuse pour le pays. Vivre dans une France où chacun peut trouver le bonheur partout et la justice tout le temps, voilà ce que nous voulons. Vivre dans une France où aucune famille ne doit se priver des choses essentielles. Vivre dans une France où tous les étudiants mangent à leur faim. Vivre dans une France où les services publics sont performants. Vivre dans une France où les infirmières, les policiers, les agriculteurs et les conducteurs de bus seraient rémunérés dignement. Vivre dans une France où tous les quartiers seraient sûrs. Vivre dans une France où l'école laisse sa chance à tous. Vivre dans une France qui n'a pas peur de créer, d'innover et qui s'en donne les moyens. Enfin, vivre dans une France qui mesure ce qu'elle vaut, qui sait d'où elle vient et qui n'a pas peur de s'affirmer. Alors nous le disons haut et fort à tous ceux qui nous font part de leur sentiment d'un acharnement inhumain de la part d'un gouvernement à la dérive. Tenez bon, 2027 n'est plus si loin. Je vous remercie. La parole est à Madame Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, j'ai entendu les 2 motions de censure et leurs 2 présentations. Je n'ai pas pu m'empêcher de venir à cette tribune sans ce qui devrait tous nous réunir, à savoir notre Constitution. Eh oui, je ne crois pas que cela prête à rire. Notre Constitution, parce qu'elle est en fait le bien commun qui doit réunir les parlementaires. Parce que nos institutions sont solides et heureusement elles le sont et les 2 motions de censure en sont la démonstration. Vous parlez aujourd'hui d'une motion de censure dite transpartisane. Transpartisane à la fois dans certaines de ses signatures, mais la question transpartisane elle se pose surtout au moment du vote.
savoir avec qui on est prêt ou non à lier son vote, savoir avec qui on est prêt ou non à voter de part et d'autre de cet hémicycle. Parce que, mes chers collègues, c'est trop facile. C'est trop facile. S'il vous plaît, de cet laisser après-midi, croire. on s'écoute. S'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de silence. Alors, parce que, mes chers collègues, oui, contrairement à ce que vous avez dit, Madame Lavalette, oui, une motion de censure de facto devient un programme commun. Parce qu'une motion de censure, c'est la capacité à trouver une alternative crédible, à dégager une autre majorité. Et donc, en fonction de celles ou ceux qui voteront ensemble cette motion de censure, qui s'applaudiront ensemble pour le vote de cette motion de censure, alors vous direz aux Français quelle est prétendument la majorité alternative. Alors vous direz aux Français quel est prétendument le gouvernement alternatif, avec Charles de Courson en Premier ministre, avec Marine Le Pen à Bercy, avec Mathilde Panot, un ministre de l'Intérieur, et avec, à n'en pas douter, Aurélien Pradier, ministre des Relations avec le Parlement. C'est ça le projet alternatif que vous soumettez aujourd'hui aux Français. Un peu de silence. Dans toutes les autres démocraties, quand on parle de grandes coalitions, on est ensemble pour un projet commun. On est ensemble pour continuer à transformer son pays. On est ensemble pour permettre de faire que ce pays avance. C'est l'inverse que vous nous proposez aujourd'hui avec une motion de censure qui vise à mettre à l'arrêt notre pays, qui vise à créer du blocage, non seulement dans nos institutions, mais évidemment du blocage dans la rue. Alors oui, mes chers collègues, retraçons ensemble ces dernières semaines, celles que nous avons vécues ou parfois subies dans cet hémicycle. D'abord, je dois le dire et je le dis S'il vous plaît, on s'écoute. au nom de mon groupe de manière claire, il y a ceux qui ont été solides. Et cette solidité, Madame la Première ministre, c'est d'abord la vôtre. Celle qui avait résisté avec courage et avec dignité, malgré les cris de cet hémicycle, malgré l'impossibilité